Eh bien, Madame la déléguée interministérielle, chère Mylène, Mesdames, Messieurs, au nom des équipes de la Maison de l'Autisme, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux pour ce lancement officiel de la plateforme ARIA. Comme vous le savez, la Maison de l'Autisme a été un concept initié par Monsieur le Président de la République, développé sous l'égide des ministères concernés et de la délégation interministérielle à la stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. La Maison de l'Autisme, comme vous pouvez le voir ou comme vous l'avez vu, c'est un très très beau lieu d'accueil, d'échange pour les personnes concernées de près ou de loin par un trouble du spectre de l'autisme. Lieu où ils peuvent trouver des conseils, des informations, des références de ressources, assister à des formations, à des conférences, avec une garantie de conformité aux données de la science. Sont rassemblés ici dans ces lieux des professionnels formés à même de guider dans diverses démarches, un centre de documentation et d'information, des espaces de formation, un lab destiné à promouvoir des solutions innovantes. La Maison de l'Autisme se déploie aussi sous forme numérique pour permettre un accès à un large public France entière. Elle offre une permanence téléphonique, un site internet, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle permet, comme aujourd'hui, la transmission d'événements en visioconférence, on espère avec la meilleure qualité possible. La Maison de l'Autisme, elle s'appuie sur 3 acteurs que sont Autisme Info Service, le Centre de ressources autisme Île-de-France et le groupement national des CRA, des centres de ressources autisme. À travers ce dernier, eh bien, elle s'appuie aussi sur l'ensemble du réseau des centres de ressources autisme du territoire national. Nous sommes très honorés et très fiers aujourd'hui d'accueillir cet événement qui marque le lancement de la plateforme ARIA. Le trouble du spectre de l'autisme, il concerne plus de 700 000 personnes en France. À lui seul, il illustre la neurodiversité, tant les besoins particuliers des personnes autistes sont variés et différents. Aujourd'hui, l'insertion professionnelle de ces personnes est un enjeu majeur. Enjeu d'accompagnement diversifié et ajusté à chaque situation, enjeu de formation des acteurs de l'emploi, quels qu'ils soient, enjeu de partenariat entre ces acteurs. La plateforme ARIA est dans ce contexte un outil essentiel en faveur de l'insertion professionnelle des personnes autistes que la Maison de l'Autisme et le réseau des centres ressources autisme ne manqueront pas de promouvoir. Toutes nos félicitations aux acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet, l'AGFIP, l'Association nationale des missions locales, l'Association régionale des missions locales Île-de-France, le Commissariat de l'énergie atomique de Grenoble, la Fondation Orange, tous ces acteurs avec le soutien des pouvoirs publics, délégations interministérielles, au commissariat à l'inclusion dans l'emploi, j'en oublie sans doute, ils voudront bien m'excuser, mais on les citera certainement par la suite. Je laisse tout de suite la parole à Mylène Girard, déléguée interministérielle par intérim à la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Madame la déléguée générale de la Fondation Orange, Madame la représentante de l'UNML, Union nationale des missions locales, Monsieur le président de la GFIP, Monsieur le représentant des entreprises s'engagent, Monsieur l'administrateur du groupement national des centres de ressources autisme, cher Thierry, Mesdames, Messieurs. Un premier mot d'abord pour excuser à nouveau Fadila Khattabi, Madame la ministre en charge des personnes handicapées, qui est souffrante, qui a dû malheureusement annuler tous ses engagements cette semaine. Et c'est pourquoi il me revient l'honneur de la représenter aujourd'hui. En introduction, peut-être quelques mots pour resituer notre rendez-vous du jour dans un contexte et en perspective des dernières annonces de la Conférence nationale du handicap, puisque, comme vous le savez, l'emploi des personnes en situation de handicap est une priorité. C'est une priorité et la tendance actuellement est plutôt encourageante. On a des indicateurs sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap qui diminue, passant de 19 à 13% entre 2017 et 2022. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, on a mené tous les ans une analyse, une enquête d'impact pour regarder un peu. Et pour le coup, on a déployé beaucoup de choses, que ce soit pour des publics avec des profils, y compris des profils qu'on retrouve plutôt dans les maisons d'accueil spécialisées, par exemple, qui ont aussi des compétences et qu'on va pouvoir retrouver en entreprise ordinaire. Et donc, le projet ARIA s'inscrit dans cette dynamique
d'accompagnement des personnes dans l'emploi, que ce soit l'accès ou le maintien dans l'emploi. Donc, au quotidien, il nous faut valoriser ces compétences professionnelles, poursuivre cet objectif de plein emploi et que toutes les entreprises puissent employer des personnes en situation de handicap dans le droit commun. L'idée, ce n'est pas d'enfermer les personnes, entre guillemets, dans un certain type d'emploi dont elles ne pourraient plus sortir. Et donc, je crois que cet objectif de plein emploi, il faut le traiter dans sa diversité de propositions et en respectant, encore une fois, le choix des personnes. Cet objectif, il passe aussi par la mobilisation, évidemment, des acteurs du service public de l'emploi. Alors, évidemment, au premier rang desquels les missions locales, on en parle aujourd'hui, pour cibler notamment l'accompagnement des jeunes. Cet accompagnement, il passe forcément, et c'est le thème d'aujourd'hui, par une formation des professionnels du service public de l'emploi. C'était la mesure 22, une mesure forte de la stratégie nationale qui s'est achevée en 2022, et une mesure qui va se poursuivre, puisque l'idée, c'est quand même bien de pouvoir mieux connaître les spécificités, les caractéristiques, les forces de ces personnes autistes qui ont, encore une fois, des compétences et de pouvoir adosser aux compétences des professionnels du service public de l'emploi pour mettre en place les accompagnements adaptés, les compétences des professionnels parfois du médico-social qui viennent en soutien pour garantir cet accès et ce maintien dans l'emploi. Je l'ai redit, nos concitoyens en situation de handicap veulent et doivent pouvoir participer à l'élaboration de leur projet professionnel. Je crois qu'il faut rappeler qu'on soit autiste, quelle que soit la caractéristique de l'autisme, et entre guillemets, qu'on soit verbal, non-verbal, que chacun puisse s'exprimer et choisir. Et je crois que la notion de libre choix et qu'on ne choisisse pas pour les personnes est au cœur de tout ce que nous avons déployé. Et de mettre au cœur de nos préoccupations le fait que chacun puisse choisir sa voie professionnelle et que toutes les conditions soient réunies pour que cet objectif soit atteint. Donc, notre ambition de plein emploi pour les personnes en situation de handicap, c'est de garantir le droit fondamental d'accéder à un travail librement choisi. Je reviens rapidement sur quelques mesures phares de la Conférence nationale du handicap qui s'est tenue récemment. L'accès aux droits simplifiés. Tout demandeur d'emploi en situation de handicap doit désormais être accompagné par le service public de l'emploi, et les maisons départementales des personnes handicapées informeront systématiquement le service public de l'emploi de l'octroi d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Deuxièmement, la possibilité de tester plusieurs voies professionnelles. On le sait, c'est important de pouvoir expérimenter un certain nombre d'hypothèses avec la création d'une prestation d'appui renforcée à la détermination du projet professionnel. Ça va de pair avec cette question de choix et de pouvoir… voilà, on a aussi le droit de pouvoir se tromper. Et l'idée, c'est aussi de diagnostiquer les compétences, de tester différents terrains professionnels, que ce soit en milieu ordinaire, que ce soit en entreprise adaptée, que ce soit en ESAT, en milieu protégé, avec toujours l'idée au cœur de construire un projet professionnel avec la personne. Ensuite, accélérer l'accès à l'emploi et inciter à la reprise d'activité en milieu ordinaire grâce à l'attribution automatique de la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés par les maisons départementales des personnes handicapées, avec une pré-notification qui est dissociée de l'étude des autres droits, et le cumul de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, avec des revenus professionnels qui doit être facilité au-delà du mi-temps. Je ne cite pas toutes les mesures, mais c'est pour vous dire que sur ces questions d'emploi, au-delà de l'autisme en tant que tel, sur lequel on va revenir, on a vraiment une priorité extrêmement forte au niveau du gouvernement pour que ces objectifs de plein emploi ne soient pas que des mots, mais plutôt une réalité. Alors, que dire de la prochaine stratégie? Vous l'attendez, elle va bientôt être annoncée. Vous aurez aussi l'annonce d'un prochain délégué ou d'une prochaine déléguée interministérielle. Incessamment sous peu, nous l'espérons tous. Ce que je peux déjà vous dire, puisque les annonces ne sont pas encore faites, c'est qu'il s'agira de fait de valoriser davantage les compétences des personnes autistes. Il s'agira aussi d'élaborer des outils experts pour les professionnels qui accompagnent les personnes autistes. Il s'agira de prendre en compte le besoin des jeunes et des adultes, je l'ai dit, quelle que soit la sévérité des troubles, pour considérer la totalité des publics. Et il s'agira aussi de proposer un guide de recommandation de bonnes pratiques du recrutement
et le développement de dispositifs qui permettent de faciliter l'accès en milieu ordinaire. Je l'ai esquissé. On croit beaucoup, il y a des expérimentations en cours à l'emploi en milieu ordinaire, y compris pour des publics pour lesquels on pourrait classiquement se dire qu'ils n'ont pas leur place en milieu ordinaire. On a des expérimentations aujourd'hui qui sont extrêmement prometteuses avec des profils de salariés parfois non verbaux qui sont actuellement en CDI dans des entreprises du milieu ordinaire. Et nous croyons beaucoup à ces modèles-là et nous les soutiendrons de la même façon que nous soutiendrons les dispositifs tels que ARIA. ARIA pour l'autisme, précurseur. Nous aurons aussi à travailler pour les autres troubles. Je sais que peut-être les associations aussi et les représentants des associations, des personnes avec lesquelles nous avons travaillé dans le champ des troubles du neurodéveloppement, notamment du TDAH, donc troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles 10 et du trouble du développement intellectuel vont aussi nous aurons aussi à travailler avec eux pour valoriser leurs compétences et en cela, le programme ARIA nous aidera à déployer probablement le même type de programme. Donc, j'en viens à saluer ce travail de partenariat remarquable, puisque ce programme de sensibilisation ARIA que nous lançons aujourd'hui, c'est avant tout le fruit d'un énorme travail partenarial. Donc, j'en viens évidemment au remerciement de toutes les parties prenantes sur ce projet, notamment les associations qui ont partagé, les experts qui se sont mobilisés dans le champ de l'autisme, qui ont participé activement au déploiement de ce projet. Alors, je remercie particulièrement l'Union régionale des missions locales Île-de-France et notamment sa directrice adjointe, je crois, qui est par ici, Tatiana M, pour son esprit d'initiative, son énergie, son engagement, sans lesquels ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Elle a des admirateurs, Tatiana, je vois, c'est mérité. Évidemment, je salue les financeurs, l'AGFIP, dont l'action auprès des entreprises est essentielle, avec une vraie capacité à développer l'innovation sous toutes ses formes et qui se nourrit du talent de sa directrice et du dynamisme de sa directrice en charge, Madame Véronique Busserel, que je salue. Et puis, je salue aussi la Fondation Orange pour son soutien sans faille et permanent pour œuvrer. Tout le monde le sait, la Fondation Orange est souvent aux côtés des projets dans le champ de l'autisme depuis de très nombreuses années grâce à la mobilisation de Madame Pascale Paturle, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous paraissait important de saluer dans cette aventure. Donc, vous l'avez compris, ce projet ARIA est exemplaire à bien des égards. Juste vous dire pour terminer que vous pouvez compter sur moi pour relayer à Madame la Ministre la richesse et le potentiel de ce programme qui va donc vous être présenté. Je vous remercie pour votre attention et je crois que je dois passer justement la parole à Tatiana M et Bruno Renard. Alors, rien ne prédestinait les missions locales à s'intéresser d'une manière particulière à l'autisme. Et pourtant, elles l'ont fait. Elles ont assisté massivement au programme de formation ARIA. Alors, pourquoi? Eh bien, on oublie trop souvent que les missions locales jouent un rôle fondamental pour aider les jeunes de 16 à 25 ans, voire 30 ans, quand il s'agit de jeunes en situation de handicap, dans leur accès à l'autonomie. Ce rôle est vraiment fondamental, notamment quand on regarde la situation difficile, voire précaire, des jeunes en situation de handicap et quand on regarde celle tout particulièrement des personnes autistes. Si on s'en réfère aux chiffres, 80-90% des personnes en âge de travailler autistes sont au chômage. Mais pour bénéficier de l'offre de services des missions locales, encore faut-il qu'elles soient adaptées aux personnes autistes. Encore faut-il que les professionnels des missions locales soient formés, sensibilisés aux particularités des troubles du neurodéveloppement et notamment de l'autisme. Et encore faut-il qu'elles soient, les référentes handicap, suffisamment à l'aise pour passer le relais utilement auprès des employeurs, pour que ça se passe bien au niveau de l'insertion. Et tout ceci est l'enjeu du programme ARIA. L'idée était de sensibiliser, et c'est de sensibiliser les référents, les conseillers des missions locales.
Et aujourd'hui, grâce à la formation ARIA, on est fiers de pouvoir annoncer que c'est plus de 2000 professionnels qui ont été formés. C'est plus d'une mission locale sur 2 parmi les 416 qui ont été sensibilisés à cette formation. Au départ, ARIA, c'était 4 territoires d'expérimentation. Et grâce au soutien de l'Union nationale des missions locales, que je remercie, on a reçu un mandat pour essaimer ARIA sur toutes les missions locales au national, les 416 missions locales. Et aujourd'hui, on a la chance de célébrer un nouvel élargissement d'ARIA à travers son ouverture gratuite et accessible à tous les réseaux, quels qu'ils soient, au-delà du réseau des missions locales. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce lancement. Avant de conclure, je vais et de donner la parole à Bruno, je voulais remercier très sincèrement et chaleureusement Lorraine Ferrandez et Bruno Renard, qui ont été les 2 premières personnes qui ont cru dans cette idée de départ de vouloir sensibiliser un réseau et qui ont donné cette étincelle pour avoir cette aura que l'on connaît aujourd'hui. Merci également à la GFIP, à la Fondation Orange, à la délégation interministérielle à l'autisme, au réseau des entreprises s'engagent pour avoir accompagné, façonné ensemble dans cette intelligence collective les contours de cette formation ARIA. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez vu qu'il y a un merveilleux livre qui est juste ici, donc vous repartez tous avec et vous verrez que je n'ai pas besoin de vous présenter d'où est venue l'étincelle puisque c'est écrit là-dessus. Comme j'ai que 3 minutes, je veux juste m'adresser aux 450 000 personnes qui sont connectées sur le réseau en streaming. Aujourd'hui, un succès monumental qui est composé de missions locales et d'entreprises qui ont adhéré au programme Les entreprises s'engagent. Donc, j'ai démarré ce programme en tant qu'entreprise. Il faut savoir qu'on était avant Covid. Aujourd'hui, ça peut paraître, mais c'est tout à fait normal. La diversité est une opportunité, mais avant Covid, non. Aujourd'hui, tous les métiers en tension, tous, et on pourrait représenter sur le spectre de l'autiste, sévère jusqu'à HPI, toutes les entreprises ont besoin et recherchent. Et donc aujourd'hui, la diversité dans handicap invisible, visible, hommes, femmes, réfugiés, tous les QPV, c'est une vraie opportunité pour les entreprises. Le challenge, il est très fort et c'est pour ça que le lien entre les missions locales et les entreprises sur les territoires sont prépondérants. Après, il y a tout un tas d'organismes, il y a les écoles de la deuxième chance, les maisons de l'emploi, enfin, il y a énormément de dispositifs, de mentorat, du tutorat qui sont là. Mais en fait, le challenge, il est très fort. Donc, je m'adresse aux entreprises qui ne connaissent pas les missions locales d'aller les voir, aux missions locales d'aller voir les entreprises. Et j'excuse, ce n'est pas à moi de l'excuser, mais Thibaut Gulli qui porte. Donc, depuis le début, parce que je l'ai mis dans le coup tout de suite, et c'est vraiment, on est au mois d'octobre, des entreprises s'engagent, donc c'est un événement qu'on peut mettre à ce créneau-là. Mais en fait, si tout ce qui est fait en amont n'atterrit pas dans l'entreprise, c'est un échec. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument que les entreprises n'aient pas peur. Il faut faire la cooptation avec les missions locales, mais il faut être honnête. Une inclusion, pas une insertion, parce que c'est un peu une insertion, c'est un peu rigide. Une inclusion est nécessaire. Et vraiment, le spectre, il est total. Et les métiers en tension, il est total. Donc, c'est une vraie opportunité. Après viendront très bien dit, les troubles 10, les TDAH. Et voilà, le handicap invisible est vraiment une opportunité très, très forte. En plus, avec le télétravail qui libère des bureaux, on peut aménager. C'est merveilleux cet endroit. Il faut absolument que tous les bureaux d'études qui construisent des bâtiments viennent ici et se rendent compte de la nécessité d'avoir ça. Il y a des autistes qui sont très bien socialement, mais il faut qu'ils rentrent dans cette petite boîte-là pour aller s'isoler et pouvoir faire ça. Donc, ce projet ARIA, il est fondamental, parce que c'est la première fois vraiment qu'on parle de repérage dans l'autisme, parce que quand Madame la déléguée interministérielle était venue à Grenoble pour notre expérimentation, on avait vu qu'à un moment donné, les strates classiques de l'entreprise, la médecine du travail, l'assistante sociale, ne suffisent pas. La famille, les coachs, les emplois accompagnés, ainsi de suite, sont totalement nécessaires. Tu me dis, quand j'ai dépassé les 3 minutes, ça fait 3 minutes. Ah, bon. Donc, le message, il est là. Derrière ARIA, il y a un mot autisme, OK, mais derrière, il y a tout le reste, parce que quand on travaille sur l'autisme, on travaille sur l'ensemble et même les recrutements classiques, on va dire, si on les traite de la manière de l'autisme, on y arrivera. Donc voilà, aujourd'hui est un grand moment avec cette plateforme. La GFIP, grâce à cette plateforme, pourra s'ouvrir au reste. Puis je ne veux pas remercier 10 000 personnes non plus, et fait 10 fois.
Donc voilà, chères entreprises, il faut être au rendez-vous. Ils vont arriver, il faut faire de l'immersion professionnelle, des PMS, SMP, du stage, de l'inclusion. C'est une vraie opportunité. Blog. Et donc maintenant, pour découvrir plus concrètement qu'est-ce que ARIA, eh bien, on va vous proposer un motion design maintenant. Et j'appelle Véronique Bustrel, donc, qui viendra animer la première table ronde. Donc Véronique, qui est directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie de la GFIP. Merci Tatiana pour cette première séquence. Merci Thierry. Merci Mylène. Alors, je vais en profiter également avant de lancer le motion design, peut-être qui vous donnera plus de clés pour comprendre ce qu'est finalement le passage de l'idée au projet, mais aussi du projet au programme. Je vais en profiter pour accueillir nos prochains intervenants en accueillant Keltoum Rojdi. Keltoum, vous nous rejoignez pour l'Union nationale des missions locales. Je vais accueillir également Françoise Cosson pour la Fondation Orange. Également Christophe Roth, président de la GFIP. Et puis Laure Albertini, Laure pour la délégation interministérielle à l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Et je pense que peut-être on est bon sur le lancement du motion design. Bonjour Caro, je peux te déranger une minute? Oui, bien sûr, viens, pas de souci. Ça y est, on a enfin trouvé le candidat à présenter pour l'entreprise XY. C'est génial. Bon, après 9 mois, c'est pas trop tôt, hein. Alors, c'est vrai, mais pour le coup, il a l'air plutôt bien formé, il a l'air compétent, il est autiste. Non, mais c'est un plus, ça. Il va pouvoir t'aider à résoudre tous tes problèmes de feuilles de calcul Excel, tu vas voir. Je t'arrête tout de suite. J'ai suivi une formation sur l'autisme et ce que tu me dis correspond pas à toutes les personnes autistes. Je suis plutôt bien formé sur le sujet. Ouais, désolé, c'était un peu cliché, mais sincèrement, c'est un sujet qui m'intéresse, donc si tu veux m'en dire un peu plus sur cette formation et sur l'autisme, je suis partante. Avec plaisir. La formation, elle s'appelle ARIA. Elle s'organise en 2 parcours. Un parcours généraliste et un parcours d'approfondissement. Chaque parcours se compose de 3 modules, un module repérage, un module accompagnement et un module insertion. Oui, ça a l'air bien structuré et c'est concret. Les modules se présentent sous la forme de courtes capsules vidéo de 7 minutes environ. Elles sont portées uniquement par des experts de l'autisme et nous trouvons aussi des témoignages de personnes concernées et d'entreprises. Vraiment, c'est passionnant. Effectivement, ça a l'air super intéressant. ARIA, c'est aussi des quiz. Après chaque module, tu peux tester tes connaissances, mais aussi aller plus loin dans la compréhension des troubles autistiques. Il y a des mises en situation qui te permettent de voir si tu as bien compris comment peuvent parfois réagir certaines personnes autistes, et nous-mêmes, en fonction des situations, même si chacun est unique. Tu vois, j'aime vraiment cette idée. Je trouve que les mises en situation, ça apporte vraiment du dynamisme. Et attends, c'est pas tout. Tu peux aussi trouver un kit employeur, une boîte à outils, et tu reçois un livret pédagogique à la fin des parcours. J'ai suivi cette formation dans son intégralité et sincèrement, je n'ai pas vu le temps passer. Les parcours ont été construits par, pour et avec des conseillers, avec des professionnels du handicap et de l'emploi. Franchement, c'est top, j'ai rien à ajouter. Et moi, si j'ai envie de faire cette formation, comment ça marche? Il y a une session bientôt? Alors, pas besoin de s'inscrire, tous les parcours sont accessibles gratuitement sur le service numérique APRO de la GFIP. Il suffit de créer un compte et tu peux retrouver la formation ARIA et la suivre à ton rythme en autonomie. Ok, super. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que ça veut dire, ARIA? ARIA signifie accompagnement au repérage et à l'insertion des personnes autistes. Ce projet a vu le jour grâce au réseau des missions locales, à l'AGFIP, au ministère du Travail et à la Fondation Orange. La délégation interministérielle à l'autisme a validé tous les contenus et le réseau Les entreprises s'engagent a été associé dès sa conception. Tu sais tout maintenant, à toi de jouer. Nos intervenants de la séquence engagement. Alors, engagement sur le projet. Et je vais passer la parole immédiatement à Laure Albertini. Laure, vous êtes conseillère inclusion auprès de... Inclusion ? Tu nous diras. auprès de la déléguée interministérielle à l'autisme. Et vous êtes engagée dès le départ dans le programme ARIA. Vous avez cru dès le début au projet. Pouvez-vous nous raconter finalement qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Oui, merci. Donc, je suis conseillère en charge des politiques inclusives et du volet adulte en fait de la stratégie nationale autisme qui comprend. Alors la précédente comprenait pas loin de 100 mesures et
Voilà, la prochaine, je n'ai pas encore le droit d'en parler, mais on a une belle stratégie qui s'annonce malgré tout. Donc, beaucoup a déjà été dit sur la raison pour laquelle la délégation s'est investie dans ce projet-là, donc je ne vais pas être trop redondante. Simplement, voilà, ça correspond à une des mesures phares de la stratégie qui consistait à sensibiliser les acteurs du service public de l'emploi, dont les missions locales sont une des composantes essentielles. Ça a été là aussi rappelé, et puis parce qu'on a un certain nombre d'enjeux qui ont été aussi soulignés dans notre stratégie, à savoir effectivement l'insertion des personnes autistes, notamment des jeunes, sans oublier les personnes plus vulnérables. Je tiens à le souligner aussi, et Mylène Gérard l'a rappelé, que nous avons dans notre feuille de route aussi des actions en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi. Il ne faut pas du tout les oublier. Et un enjeu de compréhension du trouble du spectre de l'autisme qui, comme son nom l'indique, est un spectre, donc s'exprime avec une diversité de handicaps et qu'il est assez challengeant pour les personnes qui accompagnent ces personnes-là de pouvoir bien maîtriser et comprendre pour pouvoir mettre en place les adaptations nécessaires. Voilà, donc ça, c'est un des éléments de contexte qui ont fait que nous nous sommes engagés très rapidement dès lors que nous avons été sollicités par Bruno Renard en particulier, et puis Tatiana très tôt dans le projet. Et on a eu le plaisir de travailler tout au long de ces années, on peut le dire, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille de façon très resserrée sur ce programme. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce projet qui correspond parfaitement à nos objectifs à tous les niveaux. Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation de l'engagement de la DIA et de l'importance, au fond, en lien avec votre stratégie, de cet outillage qui va permettre plus largement d'ouvrir la question de l'autisme auprès de l'ensemble des conseillers. Keltoum Rojdi, vous êtes présidente, me semble-t-il, de la mission locale de Cergy. Vous êtes également administrateur de l'Union nationale des missions locales. L'Union nationale des missions locales s'est rapidement et très rapidement associée et intéressée au projet porté par l'ARML Île-de-France. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'engagement de l'UNML sur cette action ? Merci, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, très tôt, dès le démarrage, en fait, j'ai été nommée présidente d'AVEC, donc mission locale Cergy-Pontoise et le Vexin, puisqu'on a rajouté la partie rurale. Et en tant que vice-présidente à l'ARML Île-de-France et administratrice à l'UNML, on a tout d'abord commencé cet engagement de déployer ARIA, parce qu'on partait avec Tatiana M, que je remercie vraiment pour son engagement et son implication à un niveau exceptionnel sur le volet du handicap et notamment de l'autisme. J'aimerais qu'on l'applaudisse d'ailleurs pour ça parce qu'elle est vraiment superbe. Donc, une fois que Caria a été développé, il a fallu mesurer son impact. Donc, au niveau de l'ARML, avec ma casquette de vice-présidente, on l'a déployé au niveau des missions locales d'Île-de-France. Ça s'est avéré être un succès au niveau de l'accompagnement, au niveau de la formation, parce que la méthode est innovante, la méthode est à la fois ludique et c'est une méthode qui crée du lien entre les différents intervenants des missions locales. Et ça, c'est important de manière à mieux connaître le trouble du spectre autistique pour mieux accompagner les jeunes qui viennent pousser les portes de nos missions locales. Ça, c'était essentiel. Fort de ce succès, on a mis en place le Printemps du handicap, donc une journée où l'ensemble des missions locales d'Île-de-France se sont retrouvées autour également de conférences, d'échanges avec des jeunes souffrant de troubles autistiques, un grand chercheur comme Joseph Chovanec qui était juste exceptionnel au niveau de son intervention. Et suite à ça, effectivement, au niveau de l'UNML, on s'est dit on va le déployer au niveau national parce que ce projet, ce programme ARIA mérite son déploiement de manière générale. Et
Et en plus, à l'aube de France Travail, je dirais que c'est vraiment un outil essentiel et nécessaire, donc avec la confiance de l'ensemble des partenaires et notamment des services de l'État qui prennent en compte la question de l'emploi des jeunes comme une priorité, mais aussi l'emploi des personnes en situation de handicap comme étant un levier. Et on a tous, collectivement, selon nos rôles, nos missions, à faire bouger les lignes. Et très honnêtement, depuis quelque temps, les choses bougent et vont dans le bon sens. Ça a été rappelé tout à l'heure par la représentante du ministre, de la ministre. Le taux de chômage est passé de 19% à 12%. Et l'objectif que l'on s'est fixé collégialement au conseil d'administration pluriel, c'est d'atteindre 4% de personnes en situation de handicap d'ici la fin de mon mandat, c'est-à-dire d'ici 2024, septembre 2024, fin 2024. J'y crois. Alors, c'est vrai que c'est un moment d'émotion parce que ce sujet, je l'ai vécu en commission et on avait débattu. Alors bon, les commissions, c'est un lieu pluriel où il y a les représentants des employeurs, les représentants des associations qui représentent les personnes en situation de handicap, mais également les représentants des collèges salariés et les personnes qualifiées désignées par l'État. Et dès le début, en fin de compte, c'était stimulant parce qu'il manquait quelque chose au niveau de la GFIP et même au niveau du FIPHFP sur le sujet de l'autisme. Et ça donne du sens aujourd'hui d'être ici, voir accoucher ce projet, parce que c'est complètement aligné vis-à-vis de la stratégie 2023-2027 que l'on a portée ensemble avec l'État, qui vont dans un seul sens, c'est en réalité atterrir vers le plein emploi d'ici 2027, autrement dire, donner une véritable égalité des chances et permettre à chacun d'entre nous, dans la société, de faire bouillir la marmite, d'acquérir des droits à la retraite et puis d'avoir sa place par le travail. Et puis, quand on analyse un petit peu, je dirais, dans le fond du sujet, tout à l'heure, je regardais la production de l'Observatoire qui a été délivrée par la GFIP et je remercie très chaleureusement Véronique et son équipe parce que ces productions sont dans mon bureau et franchement, j'utilise un terme peut-être un peu jeune, je kiffe ces documents parce que il y a de la richesse, c'est lourd, mais c'est super parce que ça donne des éléments concrets. Et en arrivant, je discutais avec Yoann et il y a un chiffre qui m'a interpellé. 7500 bébés naissent chaque année avec des troubles du spectre autistique. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, l'AGFIP, qui n'est pas qu'un financeur, qui est en fin de compte 500 collaborateurs, les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise, pour défendre la juste place de chacun dans la société, pour être au plus proche des personnes en situation de handicap, au plus proche de toutes les entreprises, que ce soit des grands groupes, des TPE, des PME, un rôle majeur à travers APRO, parce que on va ouvrir les chakras, on va développer cet outil qui va permettre de multiplier la connaissance pour accueillir les personnes qui vivent les troubles autistiques. Et ça va permettre, en fin de compte, à des conseillers, aujourd'hui, je crois que c'est 1200 à 1400 conseillers qui ont été formés sur 2021, 2023. 2000 conseillers ont été formés. Il y a des webinaires qui ont circulé. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. Et je dirais que c'est quand même assez important. Il y a aussi une autre chose qui m'a marqué par rapport à ce projet. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que moi, je suis quand même, je dirais, quelqu'un qui veut rendre les sources de l'eau. C'est-à-dire que c'est les délégations régionales qui sont au plus proches des bassins d'emploi qui font, en fin de compte, faire évoluer le taux d'emploi. Et j'ai un moment solennel qui m'a été quand même assez chargé d'émotion. C'est lorsqu'on était à l'Assemblée nationale où la délégation régionale Île-de-France avait soutenu le projet de l'hymne à l'inclusion, un film qui était quand même assez vibrant, assez puissant. Bon, ce jour-là, il n'était pas accessible pour tous et partout, malheureusement, mais en tous les cas, je veux dire, il avait tout son sens. Et là aussi, l'AGFIP était présent. Ce que je peux indiquer, comme l'indiquait tout à l'heure le collaborateur de La France s'engage, Bruno, c'est qu'effectivement, les choses bougent. Les entreprises évoluent sur le sujet de l'emploi, sur le regard et les compétences des personnes en situation de handicap. Et comme ça a été, à juste titre, très fortement rappelé, il y a énormément d'opportunités pour les personnes en situation de handicap parce qu'il y a des métiers en tension. Et aujourd'hui, le taux de chômage bouge, les curseurs sont ouverts et la GFIP est réellement activateur de progrès à vos côtés. Merci Christophe.
Peut-être, Christophe, juste une petite précision. APRO, c'est quoi? C'est l'appui à la professionnalisation des acteurs. Peut-être préciser. Merci, Christophe. Françoise Cosson, vous êtes déléguée générale de la Fondation Orange. Vous êtes également directrice en charge du mécénat et de la solidarité du groupe Orange. Et dès le départ, là aussi, la Fondation Orange, très investie sur les questions d'autisme, vous nous en donnerez, je pense, lecture, s'est associée à ce projet pour finalement faire de cette idée un vrai programme, financé, appuyé, soutenu, mais aussi développé en qualité, on le disait tout à l'heure. Françoise, cet engagement porté par la Fondation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là ce soir? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici parce que moi non plus, je ne connaissais pas la Maison de l'Autisme. J'en avais beaucoup entendu parler, notamment dans notre soutien à Autisme Info Service. Donc, on est ravis de voir un lieu émerger comme ça, regrouper d'être un centre de ressources. C'est très important aussi pour des partenaires comme nous d'avoir des lieux qui incarnent ce soutien et cette solidarité auprès de tous les acteurs. Donc, la Fondation, elle incarne l'engagement social du groupe Orange depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans. Et puis, dès le départ, l'autisme a été un territoire de soutien. On a d'abord, c'était en 91, les premiers projets soutenus, à l'époque où l'autisme n'était pas encore très connu. Donc, on a commencé à soutenir des projets de recherche, des projets d'accueil, de structure, d'accueil, de diagnostic. Et puis, assez vite, surtout nos autres axes de soutien qui sont les jeunes, les femmes dans l'insertion sociale et professionnelle. Et c'est vrai que nous, on veut vraiment aller vers ce genre de projet. C'est le rôle d'une fondation d'entreprise. Je pense qu'on a en tout cas un territoire d'action qui nous permet de pouvoir défricher, d'aller chercher. Et donc, on est vraiment ravis aujourd'hui d'être ici et de pouvoir continuer et de lancer ce projet avec vous au niveau national. Merci Françoise. Peut-être pour conclure cette séquence engagement, j'aimerais vous demander un mot de conclusion à chacun. Finalement, votre attente là, dans l'instant, maintenant qu'on est sur le lancement national, vous me diriez quoi en un mot? Peut-être de ton côté, Laure, peux-tu nous dire ce que tu attends de ce lancement? Élargissement, ouverture, parce que c'est un point que je n'ai pas souligné tout à l'heure parce que je voulais aller vite. Mais évidemment, nous avons soutenu à la délégation l'idée que ce projet qui débutait dans le réseau des missions locales, Véronique sait ce que je vais dire, devait s'ouvrir à tous les acteurs du service public de l'emploi. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je crois savoir que d'ores et déjà, dans un certain nombre d'endroits en France, des entreprises se manifestent pour pouvoir participer à ce programme qui comprend un kit employeur également, et ça fait aussi son originalité, et que d'autres aussi collaborateurs du service public de l'emploi qui va s'unifier derrière France Travail très prochainement, puissent accéder tous à ces contenus-là, et par ailleurs qu'on puisse aussi déployer à partir de ce modèle l'ouvrir aussi à d'autres troubles du neurodéveloppement. Voilà. C'est un mot un peu long. Un mot long, mais Keltoum, un mot aussi de conclusion, l'attente de l'Union nationale des missions locales sur ce sujet? Écoutez, tout d'abord que le changement commence par nous. Et puis une citation de Michel Poulert, le handicap n'est pas dans la personne, il est dans le regard des autres. Alors changeons notre regard. Merci Keltoum. Françoise? Alors moi, je dirais partage, et pour deux raisons, parce que plus le projet sera partagé, plus il sera utile à l'inclusion et à l'insertion des personnes porteurs de troubles autistiques. Et puis partage parce que nous, à la Fondation, on s'accorde aussi à partager tous les projets qu'on fait en France, dans nos pays, à l'international. On est présent dans 27 pays. Et depuis 3 ans, avec Pascal, on développe beaucoup de projets à l'international. On vient de lancer un diplôme universitaire au Maroc, à Casablanca, qui vient d'être repris par l'université. Donc ce projet, s'il peut faire des petits aussi à l'international, dans le partage. Donc voilà, je retiendrai ce mot partage. Merci Françoise. Christophe? La transition est facile. Pour partager, je vous donne rendez-vous à l'Université du réseau des référents handicap en Normandie. C'est la 3e semaine du mois de mars, les 21 et 22 mars, si j'ai bonne souvenance. La Normandie vous accueillera, non pas avec son cidre, mais avec toutes les équipes de la GFIP qui développeront la capacité de développer l'emploi des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, quel que soit l'âge, qu'on soit jeune ou senior. Vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise
nationale de tous les référents et de toutes les équipes dans les délégations régionales et bien sûr du siège qui est impliqué avec son conseil d'administration. Donc rendez-vous le 21 et 22 mars à Rouen pour au Havre pour l'URRH. Merci à vous. Merci Christophe, merci à tous, merci à toutes. Et pour passer le relais également à Tatiana, donc je vais proposer à nos intervenants de rejoindre leur place. Et Tatiana, est-ce que tu peux nous en raconter plus maintenant, 18 mois après? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec les vrais gens de la vraie vie aussi? Donc, je te passe le relais. Merci Véronique. Effectivement, 18 mois plus tard, alors qu'est devenu le programme ARIA? Eh bien, on dit souvent que une image vaut 1000 mots. Alors, je vous propose cette vidéo pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Les jeunes ayant des troubles du spectre de l'autisme, on en rencontre de plus en plus souvent dans nos accompagnements. J'y étais peu sensibilisée, j'étais complètement ignorante sur le sujet. Après 18 mois d'expérimentation et avec le soutien de l'AGFIP, de la Fondation Orange, de la Délégation interministérielle à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement, de l'Union nationale des missions locales et avec l'appui du réseau des entreprises s'engagent, ce sont près de 1200 salariés du réseau des missions locales qui ont été formés à la formation ARIA. Et près d'une mission locale sur 2 qui a été sensibilisée aux troubles du spectre de l'autisme. Mais concrètement, qu'en disent les professionnels du terrain? Je trouve cette formation extrêmement bénéfique. C'est vraiment une formation que tout le monde devrait faire. J'avoue que c'est une vraie découverte. Une plongée dans l'univers des TSA. Je me dis pourquoi on l'a fait que maintenant. Allez-y, faites cette formation. Plus qu'une immersion, la formation ARIA m'a outillée et m'a permis d'être plus à l'aise face à ces jeunes. Ça permet d'avoir une approche différente de notre accueil du public et de mieux adapter notre accompagnement. De faire cette différence que ce n'est pas une maladie, que c'est des personnes qui ont un autre fonctionnement. Mon accompagnement avec ma conseillère s'est bien passé. Ma conseillère a été formée sur les troubles du spectre, donc elle a tout de suite compris mon fonctionnement et mes particularités pour pouvoir bien m'accompagner dans mon projet professionnel. J'ai beaucoup appris. Je me rends compte que j'aurais peut-être pu accompagner différemment. J'aurais envie que nous allions beaucoup plus loin dans ce projet en portant cette méthodologie-là auprès des entreprises pour qu'il y ait une vraie transformation. Ensemble, allons plus loin. Allons plus loin pour apporter l'information auprès des acteurs de l'entreprise, de l'emploi, de la formation, de l'orientation, de la santé au travail, tous les acteurs qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap. Allons plus loin avec la plateforme Appui à la professionnalisation des acteurs que met en place la GFIP. Allons plus loin pour faire en sorte que l'information sur le handicap, l'emploi, soit désormais à la portée de tous. Alors ensemble, soyons activateurs de progrès. On va arriver sur le terrain de cette formation. Et une première question pour vous, Aminatou. Vous êtes référente handicap au sein de la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle et en quoi consiste cette mission? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, oui, je suis référente pour les personnes en situation de handicap au sein de la mission locale de Meaux. Mon rôle est avant tout d'accompagner tous les jeunes qui relèvent de l'accompagnement mission locale, et y compris des jeunes en situation de handicap, dont des jeunes autistes dans ce cas de figure. Je suis aussi chargée d'animer une instance qui vise à réunir tous les partenaires locaux liés à l'emploi et la formation et qui sont en lien avec cette thématique aussi. Très bien. Et donc, dans le cadre de vos accompagnements, vous recevez des jeunes autistes. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes à l'aise face à ce public? Est-ce qu'il y a une formation ARIA qui a été suivie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Eh bien, oui. Alors, c'est vrai que moi, je n'étais pas forcément à l'aise ni très formée sur tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux. Donc, forcément, un petit peu, pas forcément à l'aise pour accompagner ce public-là. Peut-être que j'avais, on va dire, des préjugés. On a à cœur d'accompagner correctement Mission Locale. Et là, je m'interrogeais sur ma capacité à bien faire. Et donc, j'ai pu être formée avec Aria. Et là, c'était la révélation. J'ai pu être éclairée et avoir des vrais outils et des clés de compréhension pour accompagner ce public-là. Magnifique. Et concrètement, est-ce qu'il y a un ou deux exemples que vous pouvez nous donner sur les suites de Aria? Qu'est-ce que vous avez modifié dans la pratique, dans l'accompagnement? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Eh bien, en fait, concrètement, je me suis aperçue que ce n'était pas plus compliqué que ça. Fallait simplement que je m'ajuste à la communication des jeunes dans cette situation. J'ai en tête le séquençage des consignes, par exemple sur un itinéraire, sur la rédaction d'un texte, d'adapter la luminosité des locaux si je percevais une gêne à ce niveau-là, avoir un débit de parole adapté, peut-être un peu plus lent, ou enfin vraiment m'adapter aux besoins de la personne que j'avais en face de moi. Et en ça, Aria m'a beaucoup aidée parce que on a dans la formation des discours de professionnels qui sont adaptés. Le langage est, passez-moi le terme, un petit peu vulgarisé, mais dans le bon sens, puisqu'on n'est pas du tout des acteurs de la santé, on ne connaît pas. Et en suivant cette formation, en tout cas, moi, j'ai trouvé mon compte pour pouvoir accompagner correctement les jeunes en mission locale. Merci. Et je pense que Aria n'est pas restée uniquement dans vos pratiques parce que vous avez cherché à faire en sorte que Aria soit développée au sein de la mission locale et peut-être plus encore. Effectivement, en tant que référente pour les personnes en situation de handicap, je dois dire que, ayant vécu cette expérience et en ayant eu, en tout cas, vu les bénéfices pour ma propre pratique, il me paraissait évident qu'il fallait que j'évente cette expérience. Et donc, j'ai proposé une session de formation à mes collègues qui n'est pas terminée, mais que j'espère justement accélérer avec le lancement d'Aria très prochainement. Très bien, merci beaucoup Aminatou. On va donner la parole à Eva maintenant. Merci à vous. On peut applaudir. Alors Eva, vous avez été accompagnée par la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez connu la mission locale et qu'est-ce que vous étiez venu chercher à la mission locale? Alors, bonjour à tous. J'ai connu la mission locale grâce au CEO de Boulogne. Je l'ai connue par ma conseillère d'orientation, vu que je ne savais pas ce que je voulais faire cette année. Et j'ai eu un petit peu peur. Je n'ai pas dit mon handicap tout de suite, par peur du jugement et aussi par peur qu'elle ne savent pas, qu'elle ne sait pas comment trouver des solutions et gérer mon handicap, mes troubles autistiques légers. Très bien. Et finalement, peut-être à votre grande surprise, votre référente handicap a été formée à la formation Aria et donc une meilleure prise en compte de vos particularités. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Elle a été formée effectivement par la formation Aria. Elle a su tout de suite mon fonctionnement. Elle a su trouver des solutions pour pouvoir m'accompagner dans mon projet professionnel. Et aujourd'hui, quel est votre projet? Mon projet, ça serait de travailler dans les ressources humaines en chargé RH. Très bien. Et est-ce que vous vous sentez investi d'une mission alors pour participer au lancement Aria? Peut-être vous allez à votre tour sensibiliser d'une certaine manière votre futur employeur? Oui, je me sens concernée parce que le handicap, il ne faut pas avoir honte de son handicap, peu importe le type d'handicap. Il faut déjà accepter son handicap et pouvoir en parler et sensibiliser les personnes autour de soi. Merci beaucoup, Eva. On va poursuivre avec Jamila.
Merci. Alors vous avez accepté en formation un jeune autiste. Ma première question, c'est est-ce que vous étiez formé, sensibilisé à cette question-là et comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Je suis conseillère en formation continue au Greta Seine-et-Marne. Et donc, non, c'est bon. Voilà. Je suis conseillère en formation continue au Greta Seine-et-Marne. Et dans le cadre du plan Action Handicap qui est mis en place de la Commune de Créteil, les personnels sont sensibilisés sur des ateliers de sensibilisation handicap. J'avais effectivement quelques connaissances de base sur. Très bien. Oui. Ça va? Parfait, très bien, merci. Donc, quelques connaissances. Et lorsque ce jeune autiste est arrivé, oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel type d'adaptation vous avez éventuellement pris en compte pour que les choses se passent au mieux, que cette formation puisse bien aboutir? Alors, dans un premier temps, j'ai pris contact avec Madame Silis, ici présente, pour mettre en place une réflexion autour de la compensation qui pouvait être mise en place pour cette jeune autiste. Donc ça, c'est la première chose. Et en termes de compensation, ce qui a été pensé, c'est déjà dans un premier temps l'aménagement des supports de cours, puisque la prise de notes était difficile pour cette jeune autiste. Puis, dans un second temps, une demande auprès de l'AGFIP pour pouvoir obtenir un ordinateur. Et puis, elle bénéficiera bien évidemment des tiers-temps pour le passage de ses examens. Formidable. Et donc, c'est là qu'on voit aussi tout le rôle de la mission locale qui joue ce trait d'union entre le jeune et son entreprise, son organisation de formation, pour faire en sorte que le parcours d'insertion de formation se passe au mieux. Tout à fait. La collaboration, en tout cas, avec la mission locale était essentielle, puisque Madame Silis a pu mettre en tout cas en avant certaines particularités et besoins spécifiques de l'autisme dont je n'avais pas connaissance. Très bien. Et aujourd'hui, on célèbre le lancement officiel d'ARIA, c'est-à-dire que tout ce qui a été développé sera accessible à tous les acteurs. Qu'est-ce que vous allez faire demain grâce à cette plateforme de l'AGFIP? Elle va être d'une grande utilité. C'est une belle initiative, en tout cas, effectivement, puisqu'elle va permettre à tout professionnel de pouvoir être formé et être sensibilisé au handicap. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, je vous propose une petite séquence de questions-réponses et je vais rappeler toutes les personnes qui étaient présentes à la première table ronde. Merci. Françoise, Keltoum, Christophe, Laure. Et puis, peut-être qu'il nous manque une petite chaise. Ce serait dommage. Merci, c'est gentil. Alors, évidemment, vous avez entendu beaucoup d'interventions, de présentations. Nous voulions vous donner la parole à vous qui êtes dans la salle. Vous êtes nombreux dans la salle, vous êtes très nombreux à distance, mais vous êtes aussi très nombreux dans la salle. Et peut-être que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu, à la fois sur le premier temps sur l'engagement, et puis sur cette table ronde qui mettait en visibilité les acteurs, à la fois les personnes concernées directement, et puis directement par l'accompagnement, puis les personnes engagées, concernés par l'accompagnement finalement de leur professionnalisation. Je ne sais pas, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Maxime? Ma question, c'est est-ce que c'est prévu dans le projet ou alors si ça l'est pas, qu'est-ce que vous en pensez pour vraiment une mise en pratique, faire un partenariat avec les stages? Je m'explique, c'est que comme les missions locales, ils peuvent accompagner des personnes tout le monde dans des stages professionnels de même cours, en fait, de faire une insertion avec la méthode ARIA dans les stages
d'entreprise pour pouvoir mettre les employeurs directement en pratique. Et je me dis que si on fait des stages, même de 1 semaine ou 2 avec la méthode ARIA pour qu'ils découvrent au quotidien, peut-être que ça peut faire, pas changer les mentalités, mais ça peut donner des exemples aux employeurs, aux futurs employeurs de comment ça se passe concrètement. Et cette montagne, je voulais saluer et poser la question du courage de la DIA quand je les ai appelés. Parce qu'en fait, pourquoi je suis là, c'est qu'en 2018, j'ai voulu intégrer des autistes dans mon entreprise et le premier, ça a été un échec. Un échec total alors que j'avais mis toutes les ressources, médecine du travail, assistante sociale, comme je l'ai dit. Et donc, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, allez, on va en embaucher 3 dans un labo, la gestion, la communication. Regardez l'hymne à l'inclusion, mettre un autiste à la communication, il fallait quand même oser le faire. Et donc, en mettant toutes les personnes autour de la table, on a commencé à avoir 6 personnes, 12 personnes, 15 personnes, des neurologues, des psychologues, des job coachs, et ainsi de suite. Et j'ai senti, moi, qui était un peu le casque bleu, qui se disait, il y avait des clivages, qui se disaient un peu tout et n'importe quoi. On commençait à rêver l'autisme et franchement, j'entendais des choses, je dis, mais j'y comprends plus rien. C'est quoi l'autisme? Et donc, pour que ce projet fonctionne, il fallait absolument d'avoir, et elle est énorme, parce que c'était un petit dénominateur commun, de choses vraies. Lorraine m'avait forcément, elle était très impliquée, m'a dit attention Bruno, il faut vraiment que ça soit certifié pour que les gens ne critiquent pas. Et donc, il y a eu un comité de scientifiques d'éthique qui s'est réuni pour valider le contenu des capsules. Et je pense que c'est la première fois en France, peut-être en Europe ou je ne sais pas où on a l'État qui valide le contenu de ce qu'on dit sur l'autisme. Et je voulais le souligner. Et donc, tu as été terrorisé quand je t'ai appelé pour te dire qu'il fallait qu'il y ait le logo de la DIA sur ces capsules? Terrorisé, je ne sais pas si c'est le terme. Non, c'était un challenge à relever parce que, comme ça a été dit à la délégation, on est évidemment chargé aussi de garantir des contenus calés sur les dernières données de la science. Donc, toutes les productions qui peuvent se trouver derrière, il y en a assez peu sur lesquelles on appose notre logo. C'est vraiment, ça doit être assez irréprochable. Donc, sur un projet sur lequel on maîtrise, donc, qui est pluripartenaire, c'est pas un exercice habituel pour l'État de se lancer dans ce genre d'exercice. Donc, effectivement, il y avait quand même un risque. Mais bon, voilà, on a trouvé aussi une écoute et on a proposé, et vous les avez acceptés, un certain nombre de professionnels, d'experts, de représentants associatifs qui ont apporté leur garantie, leur expertise. Merci Laure. C'est vrai que ce que vous soulignez est essentiel, hein, c'était de garantir sur un sujet qui traite des troubles de l'autisme, vérifier qu'on soit avec des éléments avérés et non pas des éléments qui soient farfelus, parce qu'on sait que parfois il peut y avoir des informations qui confinent à la désinformation. Donc, l'objectif, c'était pour nous d'être clairs. Et peut-être pour compléter les propos de Christophe Roth, si je peux me permettre, peut-être dire que aussi l'intérêt de poser ces capsules, ces parcours et ce kit sur la plateforme Appui à la professionnalisation des acteurs de la GFIP, c'est ouvrir la possibilité de mobiliser cette ressource par tous les acteurs, y compris les acteurs de l'entreprise, y compris les employeurs, quels qu'ils soient, publics ou privés. Et donc, ça permet de décloisonner, désiloter l'information, non seulement au sein des missions locales, mais à l'échelle sur l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est une grande ressource vraiment qui va permettre de répondre à la question de Maxime, notamment. Françoise, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur le sujet? Oui, alors moi, juste rajouter que c'est vrai qu'au sein d'Orange, on s'est posé beaucoup cette question avec Pascal parce qu'on était à la Fondation, on porte beaucoup de projets sur l'autisme et on ne voyait pas les taux de recrutement de jeunes autistes décoller chez Orange. Et on s'est dit, il y a quand même un sujet, on est un acteur très engagé. Donc, c'est vrai qu'on a, aujourd'hui, on a fait la preuve, je pense que dans l'insertion professionnelle, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'il faut être accompagné. Et je pense que c'est ce qui fait peur à toutes les équipes, à tous les managers, de recruter un jeune autiste ou porteur de handicap. Ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement du manager, mais de toute l'équipe. Nous, on l'a vécu, y compris au sein de la Fondation. Et je pense qu'avec un projet comme ça, on a les armes aussi pour leur montrer
il y a des outils pour vous accompagner, il y a des outils pour vous aider. Il ne faut pas y aller tout seul. Donc, aujourd'hui, avec Pascal, on travaille aussi avec la mission handicap pour leur montrer aussi qu'on fait des choses à la Fondation. Maintenant, ce serait bien de les appliquer en interne. Donc, on le dit ici, on porte notre bâton de pèlerin pour aller aussi chez Orange travailler ces sujets qui ne sont pas simples. Au-delà de ça, nous, c'est vrai qu'on travaille, on soutient aussi des projets d'entreprises qui accueillent des jeunes autistes et qui travaillent pour Orange. Donc, c'est une autre façon aussi d'accueil d'expérimenter aussi d'autres choses, puisqu'on ne pouvait pas le faire à l'intérieur, ou en tout cas, on avait certaines difficultés. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une… Et on a lancé un projet qui s'appelle Neuroteam au sein d'Orange, qui pousse quand même de favoriser le recrutement de personnes autistes ou porteurs de handicap. Et c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas, qui est pris au plus haut niveau de la direction maintenant et que l'on porte aussi à la direction, à la Fondation interne. Merci Françoise. Une autre question de la salle? Bonjour à tous. Donc, Carole Poirot, chargée de communication pour Keops, le réseau des Cap Emploi. Donc, merci beaucoup pour cette très belle présentation et ce très bel outil. J'aurais une question un petit peu pratico-pratique sur l'essaimage au sein du SPE. Donc, savoir comment va se mettre en place cet essaimage auprès des conseillers et voir s'il y a des outils de reporting ou de suivi de cette montée en puissance au sein des acteurs. Merci. Merci Carole. Merci pour cette question. Effectivement, le déploiement va être fait de manière globale. Au niveau du réseau des missions locales et notamment tout le travail qui est mené par l'ARML, les ARML et l'UNML, c'est justement d'être une passerelle, d'être un trait d'union entre les différents acteurs de l'accompagnement, de l'emploi. Donc, cette plateforme et cette méthodologie d'accompagnement qui est en réalité simple puisqu'elle a été étudiée, elle a été expérimentée, elle a fait ses preuves. Donc, aujourd'hui, elle n'a plus qu'à être déployée. Notre objectif, et ça sera aussi le mien en tant que présidente d'une mission locale avec une plateforme d'appui RH, puisqu'on accompagne des TPE et PME de moins de 50 salariés, ça sera vraiment à tous avec Cap Emploi, avec Pôle Emploi, avec tous les acteurs du travail et également avec ma casquette d'élu à l'agglomération en charge des solidarités de l'emploi, c'est de faire en sorte que cette plateforme ARIA soit déployée partout au niveau national. Et on parlait tout à l'heure d'un diplôme au Maroc. Je serais ravie qu'on puisse le déployer avec Tatiana et toute l'équipe des partenaires, de pouvoir le déployer à l'international et pourquoi pas commencer par le Maroc qui est aussi mon pays de cœur. Voilà, accessoirement. Merci Keltoum pour cet élargissement à tous les SPE du monde. Je crois qu'on a une autre question dans la salle. Oui, je venais plutôt pour dire un petit mot. Je voulais remercier Lorraine Ferrandez. J'ai eu la chance de participer au programme ARIA. Je voulais surtout remercier la confiance au nom de tous les professionnels qui ont participé à ces capsules et qui ont été investis dans ce projet. C'était important de les remercier et de signaler vraiment que ça a été un véritable investissement pour chacun d'eux auprès du COPIL et de la confiance qui nous a été faite par Tatiana. Parce que le but était vraiment pour l'ensemble des professionnels qui y ont participé qu'il y ait cet essaimage. C'était fondamental et ça a été le mot porteur dès le début du projet. C'était qu'est-ce qu'on en fait? Quand est-ce que ce sera accessible à tous et comment on arrivera à vraiment sensibiliser au sein des entreprises? Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que nous sommes tous toujours présents et disponibles auprès de l'ensemble des acteurs qui seront concernés et qui poseront des questions avec ces capsules et avec ce programme ARIA pour y répondre et y participer au développement du plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle. Écoutez, je pense que, sauf à ce que vous ayez un dernier propos à tenir, on va vous proposer de conclure cet après-midi et de nous retrouver tous ensemble sur la plateforme et pour pouvoir bénéficier du programme ARIA en ligne sur la plateforme d'appui à la professionnalisation des acteurs que vous pouvez retrouver à partir du site de la GFIP dès aujourd'hui.
Et puis, Tatiana. Alors, que se cache derrière ce QR code? Pour terminer, je vous invite à le regarder. Donc, vous allez retrouver tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Et juste avant de conclure, je tiens à vraiment souligner les propos qui viennent d'être tenus par Lorraine à l'instant, car derrière ARIA, c'est plus de 50 professionnels qui ont été mobilisés pour parler, porter ces capsules en fonction de leur domaine de professionnalisation de préférence. Voilà, donc c'est vraiment un travail de titan et un engagement humain et professionnel de chacune de ces personnes. Donc, vous allez retrouver toute l'histoire d'ARIA en téléchargeant, enfin en scannant ce QR code. Et pour ceux qui préfèrent le papier, eh bien, vous avez un exemplaire qui vous attend à la sortie. Et je vous propose qu'on poursuive les échanges autour du cocktail qui vous attend. Et je salue également tous ceux qui nous ont suivis à distance. Et vous prie de nous excuser pour les petits couacs techniques. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.